La suite de Déclic, bon début de soirée sur la première. Place à notre quart d'heure éco tout de suite avec un focus ce soir sur une problématique qui serait largement sous-évaluée au sud du pays, le décrochage scolaire, une problématique aux multiples répercussions, notamment économiques, et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. C'est d'ailleurs pas pour rien que notre invité Jean Hendrix s'est penché sur la question. Bonsoir Jean Hendrix, merci d'être avec nous. Vous êtes économiste, membre fondateur de l'Institut Itinéra. L'étude que vous venez de publier s'appelle Décrochage scolaire, la réalité des faits. Titre qui sous-entend que la réalité des faits, la vraie réalité des faits, elle est méconnue? Oui, donc on se base essentiellement sur des enquêtes, et des enquêtes présentent toujours le double inconvénient, c'est que les échantillons sont souvent de petite taille. En l'occurrence, on a un échantillon d'1,5% de la population visée, à savoir les jeunes de 18 à 24 ans, donc des marges d'erreur assez importantes. Mais ce n'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'en fait, on a un risque de non-participation de la population qui nous intéresse, à savoir ceux qui ne décrochent pas un diplôme et qui sont moins susceptibles de répondre. Alors, qu'est-ce qui nous permet de dire que ces chiffres officiels, à savoir 5% de taux de décrochage scolaire, avec une baisse de moitié sur les 10 dernières années, donc tout semble merveilleux, on ne doit plus se tracasser, le problème est presque résolu, c'est qu'en fait, il existe des données administratives qui sont enregistrées dans l'enseignement néerlandophone, en Flandre, et qui suivent les parcours des élèves, et qui calculent exactement, ces données sont en accès libre en fait, et qui calculent exactement le pourcentage des élèves qui sortent sans diplôme du secondaire supérieur et sans formation qualifiante. Et là, on arrive à des chiffres qui sont le double. Le double des 5% oui, qui valent en Wallonie et à Bruxelles. Exactement, donc c'est du simple au double. Ouais. Et c'est même plus que le double, c'est le triple si on se concentre sur la population qui vient de milieux modestes. C'est-à-dire qu'en Flandre, 40% des étudiants bénéficient d'une aide sociale. Et donc, ce sont les 40% les plus défavorisés. Et là, c'est multiplié par 3, le chiffre de décrochage. Et on ne peut pas se dire que ce soit juste la situation qui soit moins bonne en Flandre. A priori, c'est même plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire. L'enseignement et même la situation économique en fait, des familles en Flandre est quand même meilleure. Les taux d'emploi sont meilleurs. Donc, ça laisse présupposer, malheureusement, que les chiffres que l'on nous annonce officiellement du côté francophone ne correspondent pas du tout à la réalité. Donc, il n'y a pas 5% de décrochage scolaire côté francophone, mais plutôt un chiffre qui tourne autour de... x2, si pas x3, si on se concentre sur les milieux les plus modestes. Et en tous les cas, ça interpelle et ça demande à mobiliser des données administratives, cette fois-ci, qui existent, puisque nous avons un cadastre des parcours des étudiants. En fait, oui, j'allais vous demander comment ça se fait en fait qu'on ne peut pas mobiliser ces chiffres, puisque les jeunes qui vont à l'école ou qui n'y vont plus, tout ça est normalement notifié et centralisé. Oui, donc ça c'est un peu l'objet de mon intervention, c'est d'interpeller en quelque sorte l'administration de l'enseignement pour dire ils ont des indicateurs, mais qui ne sont pas les indicateurs qui nous intéressent ici. Ils ont un indicateur qui s'appelle l'indicateur de sortie précoce et qui nous donne du 5 à 6%. C'est un indicateur où on regarde des élèves qui sont inscrits en 3e, 4e et 5e, et on regarde si l'année suivante, ils sont encore dans le système scolaire. Mais ça ne mesure pas le taux de diplomation. On n'est pas à la fin du cycle de secondaire, en fait. Et donc, je ne critique pas cet indicateur, mais lui, il est basé sur les données administratives, donc c'est bien. Mais on pourrait quand même mesurer... On a d'autres indicateurs, l'absentéisme, le pourcentage d'élèves qui sont absents plus de X jours, sans motif, etc. Mais on n'a pas ce fameux indicateur qui est en fait un engagement international qu'on a pris, de réduire ce taux de décrochage, à savoir le nombre de jeunes qui sortent, le pourcentage de jeunes qui sortent de l'enseignement secondaire sans le diplôme du secondaire ou sans formation qualifiante. C'est la définition du décrochage scolaire international sur lesquels on s'est engagé en fait. Et donc on n'a pas calculé cet indicateur. Or cet indicateur, on peut potentiellement le faire d'après ce que je sais sur les cadastres des parcours étudiants. Mais donc c'est même pire que ça, si je vous comprends bien, c'est que non seulement on n'a pas les indicateurs, mais en fait on est en train de se dire que tout va bien parce que les chiffres sont plutôt même en train de diminuer. Oui, et c'est la deuxième raison pour laquelle, c'est pas pour faire, je veux dire, un clash ici, mais que je souhaite intervenir sur ce sujet-là, parce que je pense que ça crée une certaine suspicion en matière de statistiques. Et ça donne l'impression qu'on peut faire dire tout et son contraire aux statistiques. Mais en fait, le problème, c'est qu'on a vraiment une très mauvaise statistique et un très mauvais échantillon. Et on utilise ça comme
information officielle pour un sujet aussi important que le décrochage scolaire. Pourquoi, en tant qu'économiste, d'ailleurs, vous avez décidé de vous pencher sur cette question du décrochage scolaire qu'on pourrait considérer avec un tas d'autres approches, plus sociétales, sociologiques et autres. Pourquoi vous, en tant qu'économiste, ça vous semble fondamental d'aborder cette question? D'abord, en tant que parent, au-delà d'être économiste, on est entouré en fait de familles, d'amis avec des jeunes qui sont en décrochage en fait. On le voit. Donc c'est un phénomène qui est visible et qui est souvent un sujet de discussion entre les familles. Et on s'inquiète en fait de ce que deviennent ces jeunes. Donc en termes économiques maintenant au sens strict, l'accès à l'emploi est conditionné de manière assez forte à la possession d'un diplôme du secondaire supérieur. Hein. Le risque d'être au chômage est 4 fois plus élevé si on n'a pas ce diplôme du secondaire supérieur. Le risque de pauvreté est aussi 4 fois plus élevé. Le Bureau du Plan a sorti récemment une étude qui montre que le nombre de jeunes qui relèvent du revenu d'insertion sociale a triplé. Donc on a une vraie précarisation chez nos jeunes. Et je pense que ça pose une question assez simple, c'est aussi qu'il y a certains mal-être qui existent chez nos jeunes. On en a beaucoup parlé durant la crise Covid. Et que je pense qu'on ne saisit pas suffisamment ce problème. Et il s'agit d'un investissement sur le capital humain, donc un investissement sur le long terme. Si on les perd tôt, on les perd pour tout le reste de leur vie. Le ministre-président wallon Elio Di Rupo rappelait les chiffres récemment en s'en inquiétant. Il disait que 42% des demandeurs d'emploi en Wallonie, donc 4 demandeurs d'emploi sur 10 en Wallonie, n'ont pas de diplôme du secondaire. Ce qui est inquiétant quand on vous entend, c'est qu'en fait, si on parle des nouveaux arrivants, des jeunes, des nouveaux arrivants sur le marché du travail, la tendance a même tendance à s'aggraver en fait. Oui, et ça grave parce qu'en fait, ce qui apparaît des statistiques administratives en Flandre, c'est qu'en fait, au lieu de diviser par 2 ce chiffre, il est resté plutôt stable en moyenne, mais dans les familles modestes, comme je l'ai indiqué, ça a augmenté très fort. Donc il y a une inégalité, exactement, l'inégalité sociale en fait, face dans au le décrochage. Et c'est là que je pense que c'est une interpellation justifiée pour une ministre notamment qui est d'obédience, qui a des valeurs socialistes et d'égalité. Ici, on a fondamentalement une grande inégalité sociale qui est en train de se mettre en place. Et donc concrètement, Jean Hendricks, quand on vient d'un milieu plus confortable, la question du décrochage ponctuel va être à la baisse. Va être compensée à un moment donné, tandis que quand on est dans un milieu plus modeste, ce décrochage est plus irrémédiable. Soyons clairs, les écarts se creusent. Par rapport à il y a 10 ans, les écarts se creusent. Donc le décrochage a baissé dans les familles plus aisées, mais il a fortement augmenté dans les familles précarisées. Et donc ça veut dire qu'il y a des choses qui peuvent être mobilisés pour résoudre le problème. C'est ça que vous me dites. Donc ça n'a pas une bonne métrique, un bon indicateur, on ne sait pas le voir en fait. Et si on ne le voit pas, comme les Anglais disent toujours, what gets measured gets down. Donc, une fois qu'on a mesuré, ça attire l'attention et on agit en fait pour essayer de remédier à ça. Est-ce que c'est pas un problème un peu global, vous qui traitez beaucoup de chiffres, Jean Hendricks, et qui en avez beaucoup traité dans tous les domaines en Belgique, est-ce que c'est pas un problème un peu global? Dans la première partie de l'émission, on expliquait qu'on avait très peu de chiffres en matière de récidive au niveau judiciaire. Il y a plein de domaines en fait où on se rend compte qu'en Belgique, on n'a pas beaucoup de chiffres disponibles. Est-ce que c'est un problème plus large que celui que vous exposez ce soir? Et donc, c'est une volonté aussi de mettre des ressources pour évaluer un peu les politiques, pour mesurer. Donc, j'ai suivi cette émission à distance sur le taux de récidive. Je trouve qu'elle est fondamentale, puisque si on nous dit que 70% des gens qui passent par la case prison récidivent, on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des alternatives plus efficaces qui coûtent moins cher? J'entendais votre intervenant qui disait que ça coûtait 70-75 000 euros par an pour mettre une personne en prison. Donc c'est un coût pour la société. Et donc s'il y a des alternatives qui sont tout aussi efficaces, ça me semble intéressant et utile. L'objet de votre interpellation est celui-là ce soir, c'est de dire il faut qu'on connaisse les chiffres pour avoir des politiques. Oui, mais vous connaissez le roman de George Orwell, 1984, l'ignorance, c'est la force. Et c'est là. Donc si on veut, le premier obstacle aux bonnes politiques et aux bonnes interventions, c'est l'ignorance. Donc il faut informer le public. Et il faut que les décideurs eux-mêmes soient informés. Et je dis, on a les données administratives pour avoir cette information qui est cruciale et qui correspond à des engagements internationaux que nous avons pris à juste titre. On s'interroge régulièrement sur le taux d'emploi au sud du pays et on sait que les choses ne se sont pas améliorées durant la dernière législature, malgré les promesses qui ont été faites. Et c'est vrai qu'on est beaucoup à se poser la question, comment est-ce possible qu'il y ait
autant de demandeurs d'emploi et autant d'emplois qui ne trouvent pas preneur. En fait, vous nous fournissez une partie de l'explication, Jean Hendrick, ce soir, en nous parlant de ce décrochage scolaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas aptes, en fait. Oui, il y a des gens, il y a une partie de la population, notamment du côté francophone, qui décroche complètement, et très tôt, qui commence par le décrochage scolaire, et puis après qui s'éloigne progressivement du marché du travail, qui ne rentre même pas dans des formations, qui n'adhèrent pas au projet d'enseignement en alternance, hein, avec des allers-retours école et entreprise. Et qui s'éloignent progressivement de l'emploi. Et ça va être très, très difficile de les remettre à l'emploi parce qu'ils ont perdu toute une série de routines, d'habitudes. Et cet éloignement, au plus il dure, au plus il s'installe, au plus ça va être compliqué. Il va falloir investir beaucoup de ressources, en fait. Et on procrastine ici. Procrastiner, c'est toujours le même problème. On reporte ce problème. Et donc, ça coûtera plus cher pour agir plus tard. Concrètement, on agit comment? On est dans une période que l'on sait importante pour les revendications de toute nature. On est en pleine campagne électorale. Comment est-ce qu'il faut agir si on veut faire évoluer cette question? Ici, si vous me permettrez, j'avais dit, on a besoin d'abord, comme le problème est un problème d'ignorance, un vaccin contre l'ignorance. Donc cela, ça passe par des mesures, des indicateurs clairs, basés sur des données administratives. Donc qui décroche? Pourquoi? Qui décroche? Pourquoi? À voir aussi, en fonction de l'origine sociale des élèves, le taux de décrochage. Voir si les élèves qui ont redoublé 2 fois, 3 fois ont plus de chances de décrocher, ce qu'on suspecte effectivement très fortement, parce que ça nous interpelle sur notre politique de redoublement. Il y a toutes ces choses-là, en fonction des zones géographiques, en fonction de l'influence des pairs. On sait que, par exemple, il y a des effets de quartier. Hein? Un enfant qui est dans un quartier où il y a beaucoup de décrochage a plus de chances de décrocher. Donc ça veut dire des politiques localisées sur les quartiers, ciblés sur des groupes particuliers. Vous voyez, on ne peut pas agir intelligemment si on n'a pas cette information de base. Vous n'avez pas l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'efforts qui ont été faits dans ce sens-là, Jean Hendrick, des efforts d'inclusion à l'école? C'est quand même l'objet du pacte d'excellence, d'amener tout le monde vers la réussite, dans etc. Dans le pacte d'excellence, l'axe 4, justement, une lutte contre le décrochage scolaire avec la construction d'indicateurs de suivi et de pilotage. Donc c'est exactement sur base de cet axe 4, objectif stratégique, mieux mesurer, mieux définir et avoir une politique de pilotage. Pas un pilotage par des sondages, un pilotage par des données administratives. Si on élargit un petit peu le propos, la problématique de l'emploi au sud du pays aujourd'hui, c'est avant tout un problème de formation? C'est en partie, oui, un problème de formation. Il y a d'autres éléments. Vous disiez, par exemple, que l'emploi ne s'est pas beaucoup amélioré en Wallonie. Je vais vous contredire, ça dépend pour qui. L'emploi chez les femmes a augmenté très fort. Le taux d'emploi chez les seniors, les plus de 55 ans, a augmenté très fort. Par contre, là où il a baissé, c'est chez les jeunes entre 18 et 24 ans. Là, il a baissé très fort. Partout. Et alors, il y a des endroits où, effectivement, ça dépend du territoire. À la périphérie de Charleroi, il y a des fortes hausses des taux d'emploi. Mais dans la ville, dans les grandes villes, agglomérations, les taux d'emploi stagnent, parfois ils baissent. Donc, ça veut dire qu'il y a des politiques à mener aussi au centre-ville, dans les grandes agglomérations. C'est aussi vrai à Anvers que sur Bruxelles, que sur Charleroi ou Liège. Et donc, il y a une action à mener là-dessus. Il faut donc regarder les statistiques dans le détail et obtenir des statistiques. Ce que vous nous dites ce soir, Jean Hendrick, on les a, il faut aller les chercher et puis agréger tout ça. Merci Jean Hendrick d'être venu ce soir